Nous sommes le jour de l'Action de grâce en 2018. Une jeune mère achète des aliments au supermarché du coin et en informe le père de sa fille. C'est le dernier message qu'elle enverra elle-même de toute sa vie. Ce soir-là, pendant qu'elle dînait en famille avec sa fille d'1 an, le corps de la mère de cet enfant était dans le coffre de son camion. Il aura fallu 3 tentatives ratées, une complice terrifiée et 13 heures de route depuis l'Idaho pour que quelqu'un accepte enfin de nettoyer ce qu'il avait fait. Ceci est l'histoire de Kelsey Barrett, une femme qu'on n'a jamais retrouvée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Entre ombre et lumière. Justement, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous devez quand même un peu apprécier mes vidéos. Donc s'il vous plaît, je vous demanderai de vous abonner pour pouvoir m'aider à poursuivre cette chaîne que j'adore vraiment beaucoup. Et aussi liker les vidéos que vous aimez. Si vous pouvez aussi laisser moi un commentaire, ça va vraiment pouvoir m'aider dans mon travail. Alors, on commence. Il existe des affaires criminelles qui perturbent profondément parce qu'elles ressemblent de loin à quelque chose de banal. Une femme qui disparaît et son fils semble coopérer. Les premières semaines, on pense peut-être à une fugue, à une dépression, à un départ précipité pour des raisons personnelles. Et puis, progressivement, le décor commence à se fissurer, les incohérences s'accumulent. Et ce qu'on croyait être une disparition ordinaire révèle, couche après couche, quelque chose de beaucoup plus sombre et beaucoup plus prémédité. L'affaire Kelsey Barrett est exactement ce type d'histoire. C'était le 22 novembre 2018, le jour de l'Action de grâce aux États-Unis. Une fête de famille par excellence. Une jeune femme de 29 ans entre dans un supermarché Safeway de Woodland Park dans le Colorado avec sa fille de 1 an dans les bras. Les caméras de surveillance la filment. Elle semble calme, ordinaire, absorbée dans ses courses comme des millions d'Américains ce jour-là. Elle envoie un message à son ex-fiancé pour lui dire qu'elle a acheté les éléments qu'ils ont besoin pour le souper. C'est la dernière fois que quiconque la verra en vie. Dans les semaines qui suivent, son entourage va découvrir que cette disparition n'était pas un choix, qu'elle était le résultat d'un plan élaboré de longue date par quelqu'un en qui elle avait confiance. Et que pour comprendre comment on peut tuer quelqu'un en plein jour, le jour de Thanksgiving, devant la fille qu'on prétend aimer, il faut remonter bien plus loin que le 22 novembre 2000. Qui était Kelsey Barrett? Elle est née le 15 septembre 1989. Elle a grandi dans une famille ordinaire sur une ferme. Elle a un frère, Clinton, qui avait mentionné que la vie isolée à la ferme les avait beaucoup rapprochés. Selon sa mère, dès son plus jeune âge, elle avait une passion pour l'aviation. Elle rêvait de devenir pilote épandeur agricole. Elle fréquentait l'église Moose Lake Seven Days Adventist Church, où elle allait aussi à l'école. Une de ses amies d'enfance proches, Nicole Haywood, avait décrit Kelsey comme une personne très timide et réservée aux premiers abords, mais très intelligente et perspicace une fois qu'on la connaît mieux. Dès le début de sa vie adulte, elle se distingue par un trait qui reviendra dans presque tous les témoignages de ceux qui la connaissent. Elle était rigoureuse, sérieuse et profondément responsable. Elle avait suivi une formation pilote dans l'État de Washington. À l'âge adulte, après plusieurs expériences professionnelles, elle a intégré le DOS Aviation à Pueblo en tant qu'instructrice de vol. Ce n'est pas un domaine où l'improvisation est permise. Chaque vol, chaque décision doit être réfléchie, documentée, maîtrisée. Ses collègues la décrivent comme une professionnelle compétente, discrète et entièrement dévouée à son travail. Elle n'est pas du genre à chercher les projecteurs, à étaler sa vie sur les réseaux sociaux ou à se mettre en avant inutilement. Elle préfère le concret, le travail bien fait et les gens qui sont proches d'elle. Elle adore le café de chez Starbucks, surtout le mochachiato au caramel. C'est un élément qui semble banal, mais qui a une importance quand même dans cette histoire.
Elle était croyante et mentionnait avoir besoin de passer du temps avec Dieu, et elle adorait la course également. Elle vivait à Woodland Park, une petite ville de montagne dans le Colorado, nichée entre les Rocheuses à 1 heure au sud-ouest de Colorado Springs. C'est une communauté de quelques milliers d'habitants, le genre d'endroit où les gens se croisent au supermarché, où les voisins se connaissent. Ce contexte-là est important parce que l'idée qu'on puisse y commettre un crime et disparaître dans l'anonymat semble a priori difficile. Elle était venue s'installer au Colorado après avoir rencontré Patrick Fries lors d'une rencontre en ligne. Il est éleveur propriétaire d'un ranch à Florissant, une localité encore plus petite que Woodland Park. Il a 32 ans au moment des faits et elle en a 29 comme je l'ai mentionné précédemment. Leur relation devient alors sérieuse assez rapidement et en 2017, ils ont ensemble une petite fille qu'ils nomment Kaylee. À l'extérieur, le tableau est celui d'un couple qui construit quelque chose, une famille, un avenir. Mais les tensions sont présentes dès le début et elles ne font que s'intensifier avec le temps. Sa fille Kaylee, à peine âgée d'1 an lors des faits, était la priorité de Kelsey. C'était une mère célibataire qui essayait de tout gérer. Le lien entre elles était tellement fort et selon ses proches, elles étaient belles à voir ensemble. Une relation plus sombre qu'elle n'y paraissait. Malgré la naissance de leur fille, Kelsey et Patrick ne vivaient jamais ensemble. Ils maintenaient des domiciles séparés, elle dans son appart de Woodland Park et lui sur son ranch de Florissant, à plusieurs kilomètres de là. Pour les gens de l'extérieur, cela peut sembler simplement un arrangement pratique entre deux adultes indépendants qui partagent la garde d'un enfant. Mais derrière cette façade, la situation est bien plus complexe. Kelsey est fiancée à Patrick, officiellement en tout cas. Mais ce que l'enquête révélera plus tard, c'est que Patrick entretient depuis des années une relation parallèle avec une autre femme, une infirmière de l'Idaho nommée Crystal Lee Kenny. Leur relation est longue et compliquée, remontant à plus d'une décennie. Crystal est pour Patrick une confidente, une alliée, quelqu'un qu'il manipule avec une habileté troublante depuis des années. Selon les procureurs, Patrick Fries est décrit au procès comme un homme qui manipule systématiquement sa fiancée, sa petite amie, sa famille et tous ceux qui l'entourent pour obtenir exactement ce qu'il veut. Ce portrait-là, les proches de Kelsey mettront du temps à le voir clairement parce que les personnes manipulatrices sont par définition douées pour ne pas être perçues comme telles. Ce qu'on sait également, c'est qu'à l'automne 2018, quelque chose change dans la tête de Patrick. Les enquêteurs et les procureurs établiront plus tard qu'il a pris la décision de se débarrasser définitivement de Kelsey, non pas en mettant fin à leur relation de façon légale, non pas en demandant la garde exclusive de Kaylee devant un tribunal, mais en la tuant. Il s'était officiellement séparé de Kelsey et proposait la garde 50-50, ce que Patrick refusait. Il ne voulait pas avoir à payer de pension alimentaire et voulait la garde complète. Et pour cela, il va d'abord essayer de sous-traiter le crime, les 3 tentatives avant le meurtre. Entre septembre et novembre 2018, Patrick s'adresse à Crystal à 3 reprises distinctes pour lui demander de tuer Kelsey. Ce fait, établi lors du procès par les témoignages et les documents présentés devant le jury, est l'un des éléments les plus glaçants de toute l'affaire. La première fois, en septembre 2018, Patrick demande à Crystal d'empoisonner le café de Kelsey. Pour y parvenir, Crystal se présente à la résidence de Kelsey avec une boisson Starbucks, naturellement, que Patrick lui aurait remis. Une collègue de Kelsey témoignera au procès que celle-ci lui avait mentionné la visite d'une femme inconnue ce jour-là. Une mention anodine sur le moment, mais qui prend un sens très différent avec le recul. Crystal affirme qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. La deuxième et la troisième tentative impliquent des instructions encore plus directes. Patrick demande à Crystal de frapper Kelsey avec un tuyau en métal. À chaque fois, selon le témoignage de Crystal, elle recule. Elle dit qu'elle ne peut pas le faire. Alors Patrick la menace en retour. Pourquoi Crystal n'allaite pas les autorités? C'est la question que la défense de Patrick posera avec insistance lors du procès. Et c'est une question légitime. Les enquêteurs du FBI expliqueront plus tard que Crystal était à la fois amoureuse de Patrick et terrifiée par lui. Il exerçait sur elle une forme de contrôle émotionnel et psychologique qui la paralysait.
C'est un chemin qu'on retrouve dans de nombreuses affaires d'emprise. La victime de la manipulation n'est pas toujours la cible directe du crime. Ayant compris que Crystal ne ferait pas le travail à sa place, Patrick décide alors d'agir lui-même. Et il choisit un jour particulièrement symbolique pour le faire. Le jour de Thanksgiving, le 22 novembre 2018. Kelsey Barrett se lève de son appartement de Woodland Park. C'est l'Action de grâce, une journée qui, aux États-Unis, est consacrée aux retrouvailles de famille, aux repas partagés à la gratitude. Kelsey a prévu de cuisiner ce soir-là. En milieu de matinée, elle emmène sa fille, Kaylee, faire des courses au Safeway de Woodland Park. Elle envoie le message à Patrick pour lui dire qu'elle a acheté les aliments nécessaires. Mais ce message sera l'un des derniers qu'elle envoie de son propre chef. Les caméras de surveillance du supermarché la filment, elle semble calme, et rien dans son comportement ne trahit la moindre inquiétude. Elle rentre chez elle avec ses provisions et sa petite fille. Ce qui se passe ensuite dans cet appartement, on le sait grâce au témoignage de Crystal, la seule témoin indirect des événements. Selon ce que Crystal a déclaré devant les jurys, Patrick lui avait admis avoir bandé les yeux de Kelsey et lui avoir demandé de deviner l'odeur des bougies avant de la battre à mort avec un bat de baseball dans son appartement de Woodland. Pendant ce temps, la petite Kaylee, âgée d'1 an, se trouve dans une autre pièce, dans son parc. La fille de Kelsey est présente dans l'appartement au moment du meurtre de sa mère. Ce détail révélé lors du procès est l'un de ceux qui ont le plus marqué ceux qui suivaient l'affaire. Après le meurtre, Patrick place le corps de Kelsey dans un grand sac noir et en plastique noir et va le charger dans son camion. Il rentre ensuite chez lui, dans son ranch florissant, avec sa fille. Et là, selon les éléments présentés au procès, il passe la soirée de Thanksgiving à dîner avec sa famille. Le corps de Kelsey, toujours dans le coffre de sa voiture. Il faut prendre un moment pour mesurer ce que cela représente. Un homme vient de tuer la mère de son enfant. Sa fille d'1 an est avec lui et il s'assoit à la table pour dîner en famille comme si de rien n'était. J'en reviens juste pas. Le soir même, il envoie un message à Crystal. Tu as un désordre à nettoyer. Tu dois venir ici tout de suite et tu dois venir préparer le nettoyage de la scène de crime. Crystal conduit 13 heures depuis l'Idaho jusqu'au Colorado pour répondre à l'appel de Patrick. Elle arrive le lendemain du meurtre. Elle apporte du matériel de nettoyage et des équipements de protection. Ce qu'elle trouve dans l'appartement de Kelsey est une scène de violence extrême. Du sang sur les murs, sur le sol. Crystal nettoie méthodiquement la maison, récupère les preuves et rassemble les affaires de Kelsey. Il y a dans son témoignage un détail particulièrement troublant. En nettoyant, Crystal trouve une dent humaine sur le sol. Et selon ce qu'elle dira plus tard aux enquêteurs, elle laisse volontairement quelques traces de sang en place, des indices qu'elle cache de façon incomplète, comme si une partie d'elle voulait que la vérité soit découverte un jour. Elle ressort de l'appartement avec 6 sacs de déchets et d'objets qu'elle va poser à côté de la voiture de Kelsey. Puis, elle retrouve Patrick à son ranch. C'est là que Patrick lui montre ce qu'il a fait. Ensemble, ils achètent de l'essence et Patrick met le feu au sac de plastique contenant le corps de Kelsey sur sa propriété. Des traces de plastique brûlées seront retrouvées plus tard dans cette zone de la propriété, l'une des preuves physiques présentées au procès. Crystal repart ensuite en Idaho avec le téléphone et le sac à main de Kelsey. La mise en scène numérique. Dans les jours qui suivent le meurtre, Crystal utilise le téléphone de Kelsey pour créer l'illusion qu'elle est toujours en vie. Des messages sont envoyés depuis son téléphone à ses proches après sa disparition. Ils sont conçus pour faire croire qu'elle a choisi de partir, qu'elle a besoin de temps, qu'elle se porte bien. L'objectif est clair, retarder le signalement de la dispersion et acheter du temps. Les enregistrements des opérateurs téléphoniques montreront plus tard que les téléphones de Patrick et de Kelsey se trouvaient au même endroit pendant les premières heures qui ont suivi le meurtre, puis qu'ils ont voyagé ensemble en direction de Nash Ranch, la propriété que Patrick louait dans le comté de Fribourg. Ces données de géolocalisation invisibles à l'œil nu, mais précises comme une montre, seront l'une des pièces maîtresses de l'accusation au procès.
Elles permettent de reconstituer les déplacements de Patrick dans les heures qui ont suivi le crime avec une précision remarquable. Les procureurs noteront également que Patrick ne fait aucun effort pour contacter Kelsey après le 25 novembre 2018, un comportement que le père d'un enfant adopterait rarement si la mère de son enfant avait simplement décidé de disparaître. La dispersion signalée, l'enquête commence. C'est la mère de Kelsey qui, le 1er décembre, commence à s'inquiéter sérieusement. Elle signale officiellement la dispersion de sa fille le 2 décembre 2018, 10 jours après le meurtre. Les policiers de Woodland Park démarrent une enquête pour personnes disparues. Rapidement, plusieurs éléments les intriguent. La voiture de Kelsey est toujours garée près de son appartement. Ses comptes bancaires sont inactifs. Ses collègues de travail n'ont aucune nouvelle. Et tous ceux qui la connaissent affirment la même chose. Kelsey n'est pas le genre de personne à couper les ponts brutalement, encore moins à disparaître sans rien dire à sa famille. Le 5 décembre, le frère de Kelsey entre dans son appartement et découvre du sang sur les toilettes. Ce détail, une tache de sang que le nettoyage n'avait pas entièrement effacée, change la nature de l'enquête. Ce n'est plus une dispersion volontaire, c'est une scène de crime. La piste qui mène à Crystal Lee Kenny. Les enquêteurs commencent à examiner de plus près Patrick. Son attitude les préoccupe depuis le début. Ils ne semblent pas particulièrement inquiets pour Kelsey. Ses déclarations comportent des incohérences et son calme apparent tranche avec ce que vivent les proches de la jeune fille. En analysant les relevés téléphoniques de Patrick, les enquêteurs remarquent qu'il a passé des dizaines d'appels vers un numéro de l'Idaho dans les jours qui ont suivi la disparition de Kelsey. Et effectivement, ce numéro appartient à Crystal. Les agents du FBI se rendent en Idaho et contactent Crystal pour la première fois le 15 décembre 2018. Elle ne coopère pas immédiatement. Pendant plusieurs jours, elle reste silencieuse. Mais la pression augmente, les preuves s'accumulent et Crystal ne comprend que dans la situation, elle est aux prises. Le 20 décembre, elle signe un accord de coopération avec les procureurs et donne une déclaration complète aux autorités du Colorado. Ce qu'elle dit va tout changer. Elle mentionne « J'ai vu du sang partout sur le sol et sur le mur. Il y avait du sang sur la façade de la cuisinière et du lave-vaisselle et des empreintes de pas ensanglantées sur le sol. » Crystal serait partie avec le téléphone de Kelsey et aurait envoyé des messages de sa ville pour montrer qu'elle était encore en vie et qu'elle était dans une autre ville. Elle aurait écrit à son patron pour lui mentionner qu'elle ne serait pas au travail la semaine suivante. Elle aurait apparemment aussi écrit à Patrick pour brouiller les pistes et selon certaines sources, elle aurait aussi écrit à sa mère pour lui mentionner qu'elle prenait quelques jours de congé. Crystal a reconnu se débarrasser du téléphone de Kelsey et elle a plaidé coupable d'altération de preuves. Les relevés indiquent que le téléphone de Kelsey a voyagé avec celui de Crystal jusqu'en Idaho, où cette dernière affirme l'avoir détruit après avoir envoyé les messages au proche de Kelsey. Le lendemain, le 21 décembre 2018, elle guide les enquêteurs à travers 3 endroits clés. L'appartement de Kelsey à Woodland Park, le ranch de Patrick à Florissant et le Nash Ranch dans le comté de Fremont. Elle leur montre où elle a tout nettoyé. Elle leur montre où est-ce que Patrick a brûlé le corps. Elle leur explique dans les détails ce qui s'est passé ce jour de Thanksgiving. On peut voir une vidéo de Crystal avec un code OAT de la police qui montre les différents endroits où les enquêteurs ont pu apercevoir tout ce qui s'est passé. Elle mentionne aussi avoir laissé intentionnellement des marques de sang sur la cheminée du salon de caissier et dans la salle de bain pour permettre aux enquêteurs de pouvoir remonter jusqu'à Patrick. Elle avait décrit les scènes comme étant horribles et sanglantes et qu'il y avait vraiment beaucoup de sang. Les enquêteurs ont pu voir du sang sous le plancher en les enlevant. On peut voir la photo des traces de plastique brûlées sur les zones carbonisées de la propriété de Patrick, à l'endroit même où Crystal aurait montré l'endroit où Patrick avait brûlé le corps dans le sac de plastique. Alors, si vous voulez, les photos sont quand même accessibles et la vidéo aussi, donc je vous conseille d'aller les voir sur YouTube. Le jour même, Patrick est arrêté. Le témoignage du co-détenu. En novembre 2019, un co-détenu a témoigné que Patrick lui avait récemment demandé d'utiliser ses relations avec un gang de prison pour tuer plusieurs témoins dans cette affaire, dont Crystal. Il aurait été détenu avec lui du 26 septembre au 12 octobre 2019.
Au tribunal, un enquêteur de l'État a lu plusieurs notes fournies par le co-détenu. Elles étaient écrites sur des serviettes en papier. Ces notes contenaient des listes de personnes à abattre ainsi que les instructions détaillées sur l'endroit où les trouver. La liste comprenait Crystal, les parents de Kelsey et son ex-mari. Les écrits allaient comme suit. Ils doivent tous disparaître sans être revus jusqu'au 22 novembre après le procès. J'aimerais vraiment voir Crystal avec une balle dans la tête. L'enquêteur a affirmé qu'elle semblait être écrite de la main de Patrick. Le procès. Je tiens à spécifier avant d'entrer dans le procès que pendant qu'ils attendaient son procès, Patrick va chercher à obtenir la garde de sa fille, alors même qu'il est en prison en attente de son procès pour le meurtre de Kelsey. Le procès de Patrick va s'ouvrir en novembre 2019 devant un jury du comté de Taylor. Il dure 10 jours. Il fait l'effet d'une bombe dans tout le Colorado et bien au-delà. La procureure, Beth Reed, a appelé au jury que Patrick avait été filmé par la caméra de surveillance d'un voisin à l'extérieur de l'appartement de Kelsey au moment même où il prétendait se trouver à 64 km de là, en train de s'occuper de son bétail. On peut aussi voir ces images sur YouTube. Elle poursuit en montrant au jury des photos de caméras de sécurité montrant la camionnette rouge de Patrick circulant à Woodland Park le jour de Thanksgiving avec un grand sac noir à l'arrière de sa camionnette. Elle leur mentionne son corps meurtri et tuméfié se trouvait dans ce sac qu'il gardait à l'arrière du camion pendant qu'il mangeait son repas de Thanksgiving. Adam Steigerwald, l'avocat de la défense, n'a cité aucun témoin, mais il souligne qu'aucun corps et aucune arme de crime n'ont jamais été retrouvés. Selon lui, cette affaire reposait sur des fondements fragiles et Patrick était innocent. Il a soutenu que les charges retenues contre Patrick étaient circonstancielles et fondées sur une histoire inventée par Crystal, ajoutant qu'elle n'avait coopéré avec les enquêteurs qu'après que le procureur du district eut accepté un accord pour ne pas la poursuivre pour des crimes plus graves. Il poursuit en mentionnant que l'ADN de son client n'avait jamais été retrouvé dans l'appartement de Kelsey sur la scène du crime. Steigerwald a également contesté les preuves fournies par la caméra de sécurité d'un voisin, affirmant qu'elle ne montrait pas Patrick entrant et sortant de chez Kelsey avec une batte de baseball ou un sac. Il déclare qu'aucun des voisins de Kelsey n'avait rien entendu ni vu de suspect le jour de Thanksgiving, ce qui, selon Steigerwald, était une journée improbable pour planifier un meurtre. Il conclut en disant: existe-t-il un jour de l'année où les gens ont moins de chances d'être seuls, de manquer à leur famille, de parler à leur famille que le jour de Thanksgiving? Le juge Scott Sells a mentionné ceci à Patrick. Vos actes étaient odieux, insensés, sans raison ni explication. Kelsey a passé cette dernière nuit à prendre soin de vous. Vous avez payé cette bonté en la battant sauvagement à mort. Après l'avoir battu, vous avez brûlé son corps comme un déchet. Vos crimes méritent la peine maximale. Les procureurs auraient décrit l'affaire comme un meurtre délibéré, prémédité, froid et cruel. Patrick, reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et inculpé de meurtre au premier degré, de 3 chefs de sollicitation pour meurtre au premier degré et de profanation de corps humain. Le témoignage le plus attendu et le plus dévastateur est celui de Crystal. Pendant plusieurs jours, elle décrit devant le jury les 3 tentatives que Patrick lui a demandé de mener contre Kelsey à l'automne 2018. Le café empoisonné, le tuyau en métal, les menaces, et puis le coup de téléphone du soir du 22 novembre où Patrick était agité en lui disant qu'elle avait un désordre à nettoyer. Elle raconte qu'en arrivant à l'appartement, il était ébranlé, ce qui était vraiment inhabituel pour Patrick puisqu'il était habituellement froid et très contrôlant. La défense tente de démolir la crédibilité de Crystal. Les avocats de Patrick soulignent qu'elle n'a accepté de parler aux autorités qu'après avoir signé un accord de plaidoyer qui lui permettait d'éviter la prison pour la plupart des charges retenues contre elle. C'est une critique légitime et les jurys en tiennent compte. Mais face à l'accumulation des preuves, les données téléphoniques, les traces physiques sur la propriété de Patrick, la dent retrouvée dans l'appartement de Kelsey, le résidu de plastique brûlé sur le ranch, la version Crystal, c'était difficile pour eux de ne pas penser qu'il était le meurtrier. Le procureur Dan May
dira plus tard qu'il avait fait un pacte avec le diable en accordant un accord à Crystal pour obtenir sa coopération. « Je n'en suis pas fier, a-t-il dit. Ce n'est pas justice pour Crystal Lee, mais ça a obtenu justice pour Kelsey. » Le verdict est la peine. Le 18 novembre 2019, le jury déclare Patrick Freese coupable de tous les chefs d'accusation dont le meurtre au premier degré. Il est condamné 1 heure après le verdict à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 156 années supplémentaires, la peine maximale possible. En février 2025, la Cour suprême du Colorado a confirmé cette condamnation en appel, rejetant l'argument de la défense selon lequel une travailleuse sociale du service de protection de l'enfance aurait dû lui lire ses droits. Miranda, lors d'une entrevue menée pendant sa détention au sujet de la garde de sa fille. La Cour a jugé que cette travailleuse sociale n'agissait pas comme un agent de force de l'ordre. Patrick purge toujours sa peine. Pour la famille de Kelsey, ce verdict est une forme de justice imparfaite, douloureuse mais réelle, parce qu'il reste malgré tout une question à laquelle aucun tribunal ne peut répondre. Le corps qui n'a jamais été retrouvé. Malgré la condamnation de Patrick, malgré les aveux de Crystal, malgré toutes les preuves rassemblées par les enquêteurs au fil des mois, le corps de Kelsey n'a jamais été retrouvé. Une recherche intensive a été menée dans la décharge de Midway. Dans la ville de Fountain, les enquêteurs pensaient que les restes pouvaient s'y trouver. Elle a débuté le 25 février 2019 et a été abandonnée sans résultat. Un fragment qui ressemblait à un morceau de dent humaine avait été retrouvé sur la propriété de Kelsey et envoyé pour test ADN. Les résultats n'ont pas permis d'établir une identification formelle. La thèse des enquêteurs est que Patrick a brûlé le corps sur son ranch et a dispersé ou enfoui les cendres d'une façon qui les a rendus introuvables. C'est une hypothèse cohérente avec les traces de plastique brûlé retrouvées sur la propriété et avec ce que Crystal a décrit lors de son témoignage. Pour les parents de Kelsey, pour sa famille, cette absence est une blessure qui ne se refermera pas. Le deuil est une chose. Le deuil sans corps, sans lieu, sans tombe est quelque chose d'autre, une douleur ouverte qui ne trouve jamais tout à fait la fin. Conclusion. L'affaire Kelsey Barrett laisse plusieurs réflexions profondes dans son sillage. La première, c'est la nature du danger invisible. Patrick n'était pas un inconnu pour Kelsey, il était le père de sa fille, son ex-fiancé, quelqu'un qui faisait partie de son quotidien depuis des années. Et c'est précisément dans cette proximité que résidait la menace, dans la confiance accordée à quelqu'un qui n'en était pas digne. Le deuxième, c'est le rôle de la science dans des affaires sans corps. Pendant des décennies, l'absence de cadavres rendait la condamnation d'un meurtrier presque impossible. L'affaire Kelsey démontre que les données numériques, relevés téléphoniques, la géolocalisation, l'historique de communication peuvent reconstituer une vérité que quelqu'un a tout fait pour détruire physiquement. La troisième, c'est la question de Kaylee, la petite fille de Kelsey, qui avait 1 an le jour du meurtre, grandit aujourd'hui sans sa mère. Elle ne saura de Kelsey que ce que les autres lui en diront. Les photos qu'elle verra, les témoignages, les articles de presse, les portraits dressés lors du procès d'un homme qu'elle appelait autrefois son père. Kelsey Barrett avait 29 ans. Elle était pilote, elle aimait sa fille et elle méritait de vieillir et de vivre. Une plaque en sa mémoire a été installée près de son appartement à Woodland Park, dans la petite communauté de montagne où elle avait choisi de vivre. Elle rappelle aux passants qu'une femme a vécu là, qu'elle comptait pour ceux qui la connaissaient et que la vérité, même quand on essaie de l'effacer avec du feu et du silence, elle va trouver un chemin pour se faire entendre. Voilà, c'était mon histoire de Kelsey Barrett. Je trouvais vraiment important pour sa mémoire de la raconter malgré la lourdeur de l'histoire. Alors dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette affaire? La froideur de la mise en scène, le rôle de Crystal ou le fait que le corps de Kelsey n'a jamais été retrouvé? Dis-le-moi en commentaire et n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Sur ce, je vous laisse en disant, entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye.